Salut les génies, c'est Biogénie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'œsophage. Donc c'est parti. Alors, déjà concernant l'anatomie de l'œsophage c'est entre quoi? C'est entre le pharynx, d'accord, et l'estomac. Donc je vous rappelle, le pharynx, on a le nasopharynx et l'oropharynx principalement, sauf si on considère le laryngopharynx. Ensuite, on a le larynx juste en dessous, qui est l'organe de la phonation, qui se continue avec la trachée. Et nous, en fait, juste derrière, on aura cet œsophage. Il se situe où, d'un point de vue médiastinal? Il se situe dans le médiastin postérieur. Pareil pour rappel, à savoir qu'il y a un médiastin donc supérieur et inférieur. Le médiastin inférieur, lui-même divisé en médiastin antérieur, médian et postérieur. Et donc là, l'œsophage se trouve dans le médiastin postérieur. Qu'est-ce que c'est l'œsophage? C'est un conduit qu'on appelle musculo-membraneux élastique, qui fait à peu près 25 cm de long, qui a une paroi de 3 mm d'épaisseur et une lumière de 2 à 3 cm. L'œsophage présente 4 rétrécissements qui lui sont physiologiques, et c'est le seul organe à traverser le cou, le thorax et l'abdomen. C'est le seul organe à traverser ces trois parties, cou, thorax, abdomen. Parce que si par exemple, on prend les organes digestifs tels que l'intestin grêle, il est peut-être très très long, mais il est uniquement abdominal. D'accord ? Voilà, pareil, si on prend la trachée, elle va traverser le cou et le thorax. Après, elle fait sa carène en T4, T5, et puis merci, au revoir. D'accord ? Niveau embryologique, l'origine de l'œsophage, c'est l'intestin antérieur, comme les bronches. Et il va se diviser en 1, 2, 3 parties. C'est-à-dire l'œsophage du coup cervical, partie du cou, thoracique, partie du thorax, et abdominal, partie de l'abdomen. Donc tout d'abord, l'œsophage cervical, il fait 5 cm de long, il est en arrière de la trachée et en avant du rachis, en dedans des nerfs laryngés inférieurs et des lobes thyroïdiens. Ce qui est de l'œsophage thoracique, est fixe, il a un rapport latéral avec les nerfs vagues droit et gauche, qui passe comme ça, qui le longe sur le côté. Et il est divisé, cet œsophage thoracique, en lui-même 3 sous-parties, la portion supérieure, moyenne, inférieure. La portion supérieure, tout d'abord, se trouve en arrière de la trachée et est longée à gauche par le canal thoracique, d'accord, qui ramène la lymphe. Ok ? Canal thoracique qui se jette où, pour petit rappel? Qui se jette dans la veine subclavière gauche. Ok ? Toujours faire attention, petit rappel, sur les schémas. Quand on dit à gauche, c'est à droite du schéma. Quand on dit à droite anatomiquement, c'est à gauche du schéma. D'accord ? Parce que c'est inversé. Toujours faire attention si on est en coupe supérieure, inférieure. Voilà. Pareil, les scanners, même si vous voyez bien les vertèbres à l'arrière de l'image, c'est-à-dire plus vers vous, eh bien les scanners, c'est quand même, en fait, si vous voulez, c'est une coupe vue de dessous par les pieds. Bref, on n'est pas là pour parler scanner, ma grande. Donc, on reprend la portion supérieure en arrière de la trachée, longée à gauche par le canal thoracique qui est la lymphe. Ensuite, la portion moyenne, elle est entre la crosse aortique à gauche et la crosse azygos à droite. La crosse aortique, bien évidemment, artérielle, comme son nom l'indique. Crosse aortique qui donnera ensuite l'aorte thoracique descendante. Et la crosse de la zygos plus à droite, crosse de la zygos, qui est un drainage dans la veine cave supérieure d'un système accessoire au système cave, qui nous ramène en fait un drainage veineux d'une grande partie thoracique. Avec le système en fait azygos et hémi-azygos. Ok. Partie inférieure de cet œsophage thoracique, eh bien, il est sous les veines pulmonaires et en arrière de l'atrium gauche. Voilà. J'essaierai de vous mettre 2-3 images parce que sinon dit comme ça, c'est pas du tout visuel.
Pour terminer ces 3 parties de l'œsophage abdominal qui fait à peu près 3 cm. Donc si on récapépète, on a 5 cm cervical, 3 cm abdominal. Je vous ai parlé tout à l'heure des rétrécissements physiologiques de l'œsophage. Alors, c'est quelque chose qu'on voit super bien en ce qu'on appelle radioanatomie. On fait un TOGD, un transit œsogastro-duodénal. Et en fait, on fait avaler au patient un liquide qui s'appelle radio-opaque, mais en fait qui va nous permettre de faire contraster, donc de rendre visibles ces rétrécissements et cet œsophage. Ce liquide, il va tapisser la lumière de l'œsophage, et on va mettre en évidence ces 4 rétrécissements. Du coup, de haut en bas, les rétrécissements sont tout simplement la bouche œsophagienne, qui fait suite à l'oropharynx, naturellement. Ensuite, ça va être la creuse de l'aorte, qui passe au-dessus et à gauche, en fait, de l'œsophage. Ensuite, encore en dessous, on aura la bronche souche gauche. Et pour terminer, enfin, la jonction œsogastrique, c'est-à-dire, en fait, la ligne, c'est un petit peu, en fait, notre ligne Z, c'est-à-dire la transition entre l'œsophage et le début de l'estomac. Voilà. Cependant, petit hic, c'est que la technique aujourd'hui, elle est plus trop utilisée parce que les liquides radio-opaques, les liquides en tout cas qu'on utilise dans cette technique, ils sont très contrastants, c'est vrai, mais ils sont assez allergènes. Donc, pas ouf. Déjà, si on vous fait une radioanatomie, c'est que potentiellement vous avez problème. Si en plus vous faites une réaction allergène, produit de contraste qui met en évidence vos rétrécissements physiologiques, c'est pas ouf. Voilà. Autre chose assez intéressante, c'est les mesures de l'œsophage. C'est-à-dire, si on veut savoir, par exemple, où est-ce qu'il y a, suite à une dysphagie, une odynophagie, des symptômes qui pourraient traduire d'un problème œsophagien, on veut savoir où est-ce qu'on est dans l'œsophage. Ou alors, par exemple, parce que, on a des varices œsophagiennes, par exemple, aussi. On veut savoir où est-ce qu'on est dans l'œsophage. On va faire ce qu'on appelle une œsogastro-endoscopie, qui nous permet, en fait, de voir, comme vous l'avez compris, l'œsophage, mais aussi l'estomac et le duodénum. Un petit peu, le duodénum. Œsogastro-endoscopie. Un tout petit peu le duodénum, parce qu'en réalité, l'intestin grêle, il se voit uniquement en vidéocapsule. On ne peut pas mettre une sonde jusqu'à l'intestin grêle. Ce qui n'est pas le cas, par contre, du côlon, parce que du coup, le côlon, on a un autre orifice que la bouche, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on peut faire ce qu'on appelle une coloscopie. Ok. Revenons-en aux faits. On part des arcades dentaires. Là, on parle de mesures endoscopiques. Je vous mets le schéma, là, voilà. On voit bien quoi ? On voit qu'on est à 20 cm des arcades dentaires pour l'œsophage cervical, 20 cm jusqu'à l'ouverture supérieure du thorax, qui nous définit ensuite en T1, du coup, le début de notre œsophage thoracique, qui lui se trouve jusqu'à T10, donc jusqu'au hiatus œsophagien, c'est-à-dire l'œsophage qui passe au niveau du diaphragme, en T10. On est à 30 cm des arcades dentaires. Et ensuite, pour terminer, il y a un tout petit prolongement abdominal. On a dit qu'il faisait 3 cm, c'est bien ça. Hein. 40 moins 37, ça fait 3. 3 cm d'œsophage abdominal qui jusqu'à l'angle de His, là où va se jeter, là où va naître en fait la jonction œsogastrique. Jusque là, donc des arcades dentaires jusqu'à l'angle de His, on est à 40 cm. Attention à pas vous dire, parce que le schéma il est un peu trompeur, on pourrait se dire, mon œsophage cervical fait 20 cm, etc. Non, il fait pas 20 cm, il est à 20 cm, la fin de votre œsophage cervical est à 20 cm des arcades dentaires. Mais si vous n'êtes pas trop bête, si je peux me permettre, vous vous dites, l'œsophage cervical faisant 5 cm, j'ai en fait déjà 15 cm de mes arcades dentaires à ma bouche œsophagienne en fait. Des arcades dentaires jusque à la fin de l'oropharynx, j'ai 15 cm. Donc forcément après ça décale tout. Vous avez 5 cm, ensuite 17 cm, c'est ça, hein, 37 moins 20, 17 cm d'œsophage thoracique, et ensuite 40 moins 37, 3 cm d'œsophage abdominal.
Ok, on a bien déblatéré là sur notre œsophage. Anatomie, ok, mais quelles sont les fonctions de notre œsophage, naturellement? Les fonctions principales de l'œsophage, c'est quoi? Ça va être la déglutition, d'accord, bouche vers estomac, ce qu'on appelle le sens oral. D'ailleurs, nota bene, on déglutit à peu près 800 fois par jour, de manière involontaire. Ce qu'on est, voilà, c'est même pas nous qui le régulons, mais 800 fois, c'est énorme. Et donc la déglutition, mais aussi la protection contre les reflux gastriques. Eh oui, les amis. Et ça, on n'y pense pas forcément. D'accord? Et donc là, ça va être de l'estomac vers le pharynx, parce que les muqueuses œsophagiennes, elles sont pas adaptées au pH acide de l'estomac. D'accord? Qui contiennent beaucoup d'acide chlorhydrique. Et donc, cette protection contre le reflux gastrique, il va se faire via deux sphincters, par un système ouverture-fermeture, on-off, que sont le sphincter supérieur de l'œsophage et le sphincter inférieur de l'œsophage, que je nommerai respectivement dans cette vidéo le SSO et le SIO. Ok. Il y a en fait deux autres structures à cela. Petit aparté cependant sur l'obésité, prévention. Il est à noter que l'obésité en fait va à l'encontre de ce système anti-reflux. Pourquoi? Parce que l'obésité, ça forme comme si vous aviez en fait un pantalon trop serré toute la journée, ou alors une grosse ceinture. Ça forme ce qu'on appelle une hyperpression abdominale, ok? Et ça favorise les reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire les remontées gastriques dans l'œsophage, par hyperpression. Tout simplement, imaginez quelqu'un, voilà, debout, et vous venez derrière lui, vous mettez vos mains sur son ventre et vous appuyez comme ça en remontant. Et ben en fait, tout simplement, ça va faire le système reflux en fait, dans l'autre sens. Et donc ça va à l'encontre du système qui est anti-reflux. Ok? Voilà. Ça c'est un exemple de comment dire, d'atteinte au système anti-reflux que l'on peut voir beaucoup parce que voilà, l'obésité elle est en constante augmentation en France et en Europe. Et d'ailleurs, petit aparté sur le foie, mais depuis longtemps, c'est la cirrhose alcoolique qui est la première, on va dire, atteinte pathologique du foie. Et c'est quand même intéressant de voir que le syndrome NASH, qui est un syndrome métabolique, en gros, on mange mal et on mange trop gras, et ce syndrome NASH, il est en train de rattraper le score de la cirrhose alcoolique, c'est-à-dire que on fait de plus en plus de cirrhose non pas due à l'alcool, hein, mais due au fait qu'on bouffe super mal. Voilà. Le système anti-reflux, composé du sphincter inférieur de l'œsophage, qui est une zone de haute pression naturellement, composée de quelques fibres musculaires lisses, à nombreuses modulations alimentaires, nerveuses, anatomiques et humorales. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'angle de His. Et l'angle de His, c'est quoi? L'angle de His, c'est l'angle en V, si vous voulez, entre la fin de l'œsophage abdominal, le début du cardia, de l'estomac, et donc ça plutôt à droite, et ensuite à gauche anatomiquement, donc à droite sur les schémas. Vous avez donc le fundus de l'estomac, qui est la grosse tuberosité de l'estomac, qui quand on regarde le schéma est en fait l'espèce de dôme de l'estomac, ok. À la suite de l'œsophage, de cet angle, hop, tubérosité. Ok. Ensuite, on a, toujours dans le système anti-reflux, le sphincter extrinsèque du diaphragme, en fait, qui est constitué de quoi? Des piliers diaphragmatiques. Parce que le diaphragme, c'est pas seulement deux coupoles comme ça qui se collent, qui sont assez platoniques et tout. Non. Alors oui, c'est deux coupoles, mais c'est deux coupoles pas n'importe lesquelles. Une coupole droite qui est plus haute que la coupole gauche, ok, et qui forment des prolongations que sont les piliers diaphragmatiques, qui viennent en fait chapeauter, se mettre autour un petit peu comme une écharpe de cet œsophage et qui participent à ce système anti-reflux. Et pour terminer ce système, on a les fibres musculaires obliques du cardia qui permettent une forte contraction
et qui peuvent du coup rétrécir la lumière pour empêcher le RGO, reflux gastro-œsophagien. En ce qui concerne la vascularisation et l'innervation, attention je tousse, voilà. Cette vascularisation se fait en 3 zones pour l'œsophage. Tout se fait par 3 chez l'œsophage, c'est magnifique. Tout se fait par 3 étages. Ok, tiers supérieur, tiers moyen, tiers inférieur et tiers I. Non, je rigole, ça n'existe pas cet étage, hein. C'était une blague. Tiers supérieur, donc les artères thyroïdiennes inférieures qui vascularisent le tiers supérieur de l'œsophage. Le plexus veineux très très ramifié sous-muqueux et la veine cave supérieure qui draine ce tiers supérieur de l'œsophage et les ganglions lymphatiques cervicaux. Ensuite, pour le tiers moyen de l'œsophage, on a des petites artères perforantes qui viennent de l'aorte. Donc de l'aorte quoi ? De l'aorte thoracique descendante, naturellement. Pour le drainage veineux, on a les veines azygos. Et ensuite, les ganglions médiastinaux supérieurs et postérieurs qui viennent pour faire le drainage lymphatique. Ensuite, pour terminer ces étages, le tiers inférieur de l'œsophage avec les artères phréniques inférieures et l'artère gastrique gauche. À savoir que tout ce qui est phrénique, artère phrénique, nerf phrénique, etc., c'est relation au diaphragme, d'accord ? C'est comme splénique. Tout ce qui est splénique, par exemple l'artère splénique, la splénomégalie, c'est qu'on parle de la rate, d'accord ? Vascularisation de la rate, ou alors grossissement de la rate, splénomégalie. Ok, voilà, c'est des racines qu'il faut connaître, parce qu'on peut se dire, voilà, le tiers inférieur est vascularisé par les artères phréniques inférieures. Chouette, c'est quoi ? C'est les artères du diaphragme principalement, ok ? Donc artère phrénique inférieure et artère gastrique gauche pour ce tiers inférieur de l'œsophage. Ensuite, pour le drainage veineux, on a des collatérales de la veine gastrique gauche et une communication avec le système azygos dans la sous-muqueuse. Et pour terminer, en fait, on a les ganglions gastriques et les ganglions du tronc cœliaque qui peuvent nous permettre de faire le drainage lymphatique. Donc ça, entre guillemets, c'était pour l'œsophage linéaire. Et maintenant, la jonction œsogastrique, puisqu'elle aussi est vascularisée, ma foi. La jonction œsogastrique artériellement, ça va être l'artère œsocardio-tubérositaire. Elle a un nom en couché dehors. Œsophage. Cardio, parce que la transition un petit peu juste après, en fait, la transition œsophage, estomac, c'est le cardia, donc œsocardio. Et tubérositaire pour la tubérosité dont je vous parlais tout à l'heure. Finalement, on la retrouve là. Tubérosité de l'estomac, à savoir ici la grosse tubérosité qui est en fait le fundus de l'estomac, ok ? Qui est du coup, là on voit bien qu'on a œsocardio-tubérosité. En fait, entre cardio-tubérosité, on a notre angle de His. Le haut, voilà. Donc on va avoir, niveau artériel, une branche antérieure, donc devant, avec une branche collatérale de l'artère gastrique gauche, donc qui nous vascularise la partie antérieure de notre jonction œsogastrique. Pour ce qui est des branches postérieures, donc derrière, la branche postérieure, elle vient d'où ? Elle provient du groupe supérieur des vaisseaux courts ou gastriques postérieurs. Et pour terminer, on aura un rameau descendant, rameau gastrique, de l'artère diaphragmatique inférieure gauche. Pourquoi gauche ? Parce que si vous voyez un petit peu, là, l'œsophage, avec son insertion dans l'estomac, ça part un petit peu sur la gauche, donc à droite sur le schéma, ok ? Donc c'est comme ça que vous pouvez retenir que on a un rameau descendant de l'artère diaphragmatique inférieure gauche qui nous vascularise cette jonction œsogastrique, artéralement parlant. Et c'est d'ailleurs ce rameau, la première branche de l'aorte à destinée pariétale, c'est-à-dire sur les técos, sur les côtés. Ensuite, le drainage veineux, on a un triple drainage qu'on appelle cardio-tubérositaire, mais il est triple. Pourquoi ? Il se fait via quoi ? La veine diaphragmatique inférieure,
Donc ça, c'est le système cave. La veine œsophagienne, ça, c'est le système azygos. Et la veine gastrique gauche, ça, c'est la veine porte. Ok? Donc c'est marrant de voir que tout ça pour une petite jonction de merde. Non, je rigole. Tout ça pour une petite jonction, mais quand même, c'est pas une jonction de merde, je suis désolée. Elle est très pratique. Mais ça fait quand même beaucoup de vascularisation pour ce qu'on appelle une simple jonction. C'est une transition quand même entre l'œsophage et l'estomac. Et ben, il a quand même 2 branches et un rameau artériel. Et un triple drainage, cave, azygos et porte. Avec cave, la veine diaphragmatique inférieure, azygos, la veine œsophagienne, et porte via la veine gastrique gauche. C'est fabuleux quand même. On lui donne de l'importance à cette jonction. Et la partie qu'on aime tous, l'histologie, c'est parti. Alors, petit schéma, parce qu'on ne voit jamais mieux que par les schémas. C'est pas moi qui ai fait cette coupe, hein, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une muqueuse avec un épithélium alors, je sais jamais si on dit malpigien ou malpigien. Je vais dire malpigien, ça fait mieux. Épithélium malpigien non kératinisé et pluristratifié. Pourquoi je dis non kératinisé? Parce que, en théorie, les épithéliums malpigiens, ils sont kératinisés en fait. Mais, où est donc Cornicard? Mais en fait, l'épithélium malpigien de l'œsophage et de l'oropharynx, ça c'est plus de la pneumo, mais voilà, peu importe, bah, ce sont 2 épithéliums qui sont les seuls à être malpigiens, mais non kératinisés. Voilà, donc c'est important de le dire. Et pluristratifiés naturellement. Toujours dans cette muqueuse, on trouve une musculaire muqueuse, voilà, juste en arrière. Ensuite, on passe dans la sous-muqueuse qu'on voit bien ici, assez rose clair, ok. Encore derrière, enfin encore vers l'intérieur, on a le chorion, ok, qui fait office de séreuse. Ensuite, on a une grosse partie musculeuse, hein, ça, c'est toute la fibre violacée plutôt externe, tout en périphérie. Ça, c'est une épaisse musculeuse quand même, par rapport au reste, je dis bien. Et enfin, un adventice. Voilà, adventice, qui ici sur la coupe, pas un petit peu en cacahuète, mais parce que bon, il est fragile, il n'est pas très épais. Voilà, ils ont mis la flèche vraiment à l'endroit où c'est coupé, mais enfin, ok. Voilà. Donc, une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse, un chorion et un adventice. Question que je me pose, je sais pas qui du chorion ou de l'adventice fait la séreuse. Il me semble que c'est plutôt l'adventice qui joue la séreuse plus que le chorion. Hein. Voilà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, donc pardonnez-moi, la séreuse c'est bien l'adventice, hein, le chorion c'est un lieu où on peut trouver des éléments lymphoïdes. Mais de toute façon, ça suit une certaine logique, c'est-à-dire comme dans la plupart des organes, vous voyez, muqueuse, sous-muqueuse, musculaire muqueuse, musculeuse, adventice. Voilà. Donc là, comme on voit que le chorion, en fait, il est beaucoup plus en avant déjà que la sous-muqueuse, c'est forcément que c'est pas la séreuse déjà. Okay. Donc le chorion, non, c'est bien le lieu où on peut trouver des éléments lymphoïdes, ok, pour le système immunitaire. Mais l'adventice, c'est bien la séreuse de cette coupe histologique de l'œsophage. Mais elle coule pas. Alors, le tiers supérieur, parce qu'on le découpe, vous avez bien compris, toujours en tiers. Mais le tiers supérieur de l'œsophage, c'est une musculature striée. Alors que les 2 tiers inférieurs de l'œsophage, c'est une musculature lisse, avec du coup, comme toute musculature lisse qui se respecte, une couche circulaire interne et longitudinale profonde. Alors, moi, je préfère dire circulaire interne, longitudinale externe. D'accord? Ou alors circulaire superficielle, longitudinale profonde. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est assez intéressant de se dire, du coup, que dans une même tranche d'organe qu'est notre œsophage, on a une partie, le tiers supérieur, qui est en fait musculature striée, donc plutôt volontaire, alors qu'en fait les 2 tiers inférieurs, ça change complètement
dans un même tube, on retrouve deux musculatures différentes et du coup, deux tiers inférieurs, musculature lisse, qui aura du coup complètement une innervation involontaire. Voilà, c'est intéressant de se dire ça quand même. Encore une nota bene, vous allez me dire, ouais, on en a marre, mais ça c'est vraiment intéressant. Moi je me suis toujours posé la question, en 3 ans de bio, je me suis toujours dit, pourquoi il y a une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe? Genre, à quoi ça sert? On m'avait déjà peut-être donné la réponse, j'avais dû pas être très attentive. Mais en fait, j'ai relu récemment que la couche circulaire interne, elle sert en fait à fermer et à resserrer la lumière de l'organe. Ok? Et la couche longitudinale externe, elle raccourcit le tube digestif. Du coup, en fait, tout ça, ça participe à quoi? À la déglutition, mais avec vraiment deux caractéristiques on va dire, intrinsèques et propres à chaque couche. Ouais, c'est intéressant. Longitudinal, vous dites quoi? Regardez. Longitudinal, prenez un objet qui est vertical. Vous voyez bien que si on les rapproche, c'est bien raccourcir le tube digestif, l'effet, ok? Si on prend un truc qui est plutôt circulaire, et qu'on le resserre, d'accord? C'est plutôt transversal, donc ça resserre la lumière de l'organe. En fait, c'est complètement logique, mais je ne le savais pas. Il est à noter d'ailleurs que jusqu'au rectum, les couches musculaires sont exactement les mêmes, sauf au niveau de l'estomac, où on rajoute quand même des fibres obliques. Voilà. Et donc ça va être vraiment grâce à ces deux propriétés circulaires internes, longitudinales, externes, plus oblique pour l'estomac, que le péristaltisme, il va se faire de la bouche œsophagienne jusqu'au rectum. Donc pour continuer sur le muscle digestif, on a dit il a la fonction de péristaltisme, mais aussi donc de progression, ça va un peu avec, mais progression du bol alimentaire et naturellement le broyage des aliments, surtout au niveau de l'intestin grêle. Alors, c'est à l'intestin grêle, non, c'est plutôt absorption, broyage, on va dire. Ça se fait un peu partout, on va dire, mais ça se fait différemment, mais c'est vrai que c'est quand même très prédominant au niveau de l'intestin grêle et du côlon, dans tout le tube digestif. Ce muscle, il est organisé, on l'a compris, en 2 couches, mais il a aussi la particularité d'avoir un système nerveux autonome intégré au système musculaire. Ce système, c'est un petit peu ce qu'on a appelé le cerveau de l'intestin. C'est le système nerveux entérique. En fait, dans notre corps, j'allais dire normalement, mais ça aussi c'est normal, mais je veux dire, quand on pense avec logique, on imagine notre corps avec nos organes, etc. Comment ils vont être contrôlés, ces organes? Par le système nerveux central et périphérique. Périphérique qui nous amène et qui nous ramène les informations. Central qui décide qu'est-ce qu'on fait, grosso modo. Et en fait, on pourrait penser qu'il y a un cerveau dans notre corps, mais il y a un deuxième cerveau. Parce que l'intestin grêle, il va pas uniquement faire confiance au système nerveux central, qui va un petit peu décider pour lui, il va aussi prendre des décisions tout seul, grâce à son propre cerveau, qu'est le système nerveux entérique. C'est un petit peu le troisième, si on regroupe système nerveux périphérique et central qui marchent ensemble, le système nerveux entérique, c'est un peu le deuxième cerveau de notre corps, voilà, et qui est très 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 complet d'ailleurs. Donc c'est un réseau de motoneurones qui est à la fois inhibiteur et excitateur, qui vont participer à la régulation de la motricité et des sécrétions digestives. Ok ? Voilà. Si vous voulez vous renseigner sur ce deuxième cerveau, j'ai mon prof qui a donné un nom de livre qui est apparemment assez instructif. Il s'appelle « Les charmes discrets de l'intestin ». Ça donne envie de le lire. Hein. Je sais pas si j'irai voir, mais bon. c'est bien dit. Donc les motoneurones de ce système nerveux entérique qu'on va appeler SNE, ils sont organisés en 2 plexus. Le plexus myentérique, qu'on appelle aussi le plexus d'Auerbach. Voilà, pareil, ça doit être encore un nom allemand que je ne sais pas prononcer. Ce plexus myentérique, il est situé entre les 2 couches musculaires, donc circulaire interne, longitudinale externe. Et il s'occupe plutôt moteur, c'est-à-dire va contrôler la contraction. Ensuite, on a le plexus sous-muqueux,
ou plexus de Meissner. Ça fait un peu Mesmer, non? Le magicien et tout. Ok. Le plexus sous-muqueux, plexus de Meissner, qui s'occupe lui plutôt des sécrétions digestives, donc sécrétion, absorption, digestion. Voilà. Donc le mi-entérique, plutôt contraction, le sous-muqueux, plutôt absorption, sécrétion. Ok. Pensez à sous-muqueux, sécrétion. Ok. Mi-entérique, moteur. Voilà. Oriane, toujours là pour vous trouver des moyens mémotechniques. Hyper important, dans l'œsophage, il n'y a pas d'activité motrice spontanée. La seule activité qu'on a, c'est vraiment en réponse à la déglutition. Ok ? Alors qu'au niveau de l'estomac, de l'intestin grêle, on a une activité motrice qui est spontanée, qu'on appelle le CMM, le complexe moteur migrant, qui est directement régulé d'ailleurs par le système nerveux entérique. Pour terminer ce cours sur l'œsophage, je ferai une deuxième partie sur tout ce qui est physiologie de la déglutition et pathologie, sinon ça va être beaucoup trop long. Et puis ça vous intéresse pas forcément si vous n'êtes pas dans la santé, mais que vous bossez quand même l'œsophage en bio ou quoi, en physio par exemple. Je terminerai donc sur la jonction encore œsogastrique, mais celle-ci elle est vraiment importante parce que c'est elle qui contrôle l'entrée du bol alimentaire dans l'estomac et qu'on a dit qui évite les remontées d'HCl, donc acide chlorhydrique, dans l'œsophage par ces quatre particularités qui font partie du système anti-reflux. Alors attention, les 4 particularités ne sont pas à la jonction œsogastrique, mais la jonction œsogastrique fait partie de ce système, plus comme ça qu'il faut le dire. D'un point de vue anatomique, on a dit c'est la transition œsophage-estomac, ça on l'a compris. Au niveau du diaphragme, qui est le muscle respiratoire principal, mais plutôt inspiratoire d'ailleurs. C'est pas plutôt, il est inspiratoire principal. Situé, cette JOG, fonction œsogastrique, située au carrefour, à la jonction entre l'abdomen et le thorax. Voilà, donc assez complet anatomiquement. Donc c'est une transition entre deux épithéliums, d'accord ? Entre du coup la muqueuse œsophagienne, on a dit qui était malpighienne, non kératininisée, pluristratifiée, et la muqueuse de l'estomac qui est une muqueuse glandulaire. Pourquoi glandulaire ? Parce qu'elle a des sécrétions, et notamment l'acide chlorhydrique. Ok. Elle sécrète du mucus, cette muqueuse de l'estomac, de l'acide chlorhydrique, mais aussi des hormones. Ça, on verra ça dans une autre capsule. La jonction, du coup, en elle-même, elle est ce qu'on appelle glandulo-épidermoïde. Voilà. C'est-à-dire à la fois glandulaire, à la fois épidermoïde, et qui fait la transition avec la malpighienne. Parce que épidermoïde, ça veut dire la même chose que malpighien. Voilà. Donc, ça, j'ai vérifié sur internet parce que c'était pas précisé dans mon cours et que moi non plus, je me posais la question. En fait, on aurait pu dire glandulo-malpighien. Ok, pour la transition. Donc, petit schéma absolument pas fait par mes soins, mais qui est vraiment pas mal. Succinct, simple, honnête. Donc voilà, on voit bien que l'œsophage, il a des couches de cellules là en bleu, alors que l'estomac, c'est pas vraiment une couche de cellules, c'est plutôt une muqueuse avec des cryptes et des glandes. Ok ? Alors que l'œsophage, c'est vraiment voilà, plus stratifié, une grosse couche épaisse de cellules en bleu. Et l'estomac, c'est plutôt, du coup, épithélium glandulaire, une petite couche de cellules épithéliales pour faire la muqueuse, histoire de, avec des cryptes et beaucoup de glandes de sécrétion. Voilà. Après, on retrouve en point commun la sous-muqueuse, une musculeuse. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que l'œsophage, il a, comme je vous l'ai dit, une adventice qui fait office de séreuse, mais par contre, à l'estomac, on a, si je puis me permettre, une vraie séreuse de ce nom. Et donc, entre les deux, la ligne Z, qu'on voit bien là, c'est une vue endoscopique de la jonction œsogastrique. Et on voit bien cette ligne Z, il y a vraiment une différence de couleur. Hein. C'est plutôt physiologiquement rosé pour l'œsophage, tandis que c'est orangé quand on arrive dans le cardia de l'estomac. Donc c'est vraiment la ligne Z, une transition qui est très nettement visible.
Voilà. Et la zone resserrée, c'est le SIO, le sphincter inférieur de l'œsophage. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé avec l'œsophage, personnellement. Je vais faire une autre vidéo pour éviter que ça s'éternise sur tout ce qui est, du coup, physiopathologie de l'œsophage. Et je vous dis à bientôt. Cum scire, tout est possible. Arrivederci.